beaucoup. Merci à vous. Mais bonjour à tous et merci d'être finalement nombreux à vendredi après-midi. Ainsi que Madame Levin-Foss vous l'a dit, nous sommes tous deux actifs dans de l'informatique, donc c'est un sujet qui vous intéresse directement, et plus particulièrement dans l'informatique pour le domaine spatial. Joachim et moi, nous collaborons, on travaille ensemble depuis quelques années déjà maintenant, et comme Madame Levin-Foss vous l'a dit, Joachim est issu de ces bancs, et moi-même, je suis sorti il y a très longtemps de l'Université de Liège. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Je suis software engineer chez SpaceBell, et Paul est mon business manager. Paul, c'est mon presque big boss, mon N+2. Ça, c'est le chef. Voilà. Moi, je ne sais pas trop bien à quel public j'allais m'adresser aujourd'hui. J'entends que vous êtes en premier bac. La présentation que je vais faire aujourd'hui, pour votre information, je la donne pas lent, à des masters, donc en dernière année à l'université. Mais rassurez-vous, eux, ce ne sont pas des informaticiens d'une part, et d'autre part, ça a quand même une volonté assez généraliste. Donc, voilà, ne vous cassez pas, on va passer au travers. L'idée aujourd'hui, ce que j'en ai compris, moi, c'est de vraiment vous donner une vision industrielle, quelque part. Vous nous expliquez... moi, je ne veux pas remplacer vos professeurs qui sont sans aucun doute beaucoup plus qualifiés que moi pour ce faire. Vous expliquer ce que c'est vraiment l'informatique et les techniques d'informatique. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Le but, c'est peut-être de contextualiser ça et de voir dans quel domaine, par exemple, vous pourriez être amené à appliquer les connaissances que vous allez acquérir au cours des prochaines années. Et en mettant l'accent sur des points qui peut-être ne sont pas toujours abordés, faute de temps sans doute, au cours de votre cursus. Je vais commencer, si vous le permettez, par une introduction sur le spatial. Donc ceci n'a rien à voir avec l'informatique. On remonte à plus de 13 milliards d'années, c'était le Big Bang. Alors pour votre information, le Big Bang, la théorie du Big Bang, c'était un Belge qui l'a conçu, c'était le chanoine Lemaître. Depuis lors, beaucoup de temps s'est écoulé, l'homme est apparu sur Terre. Et si on regarde bien, finalement, l'histoire du spatial, ce n'est jamais que ces 60 dernières années. Et ça a commencé, on peut dire, grossièrement avec Spoutnik. Alors Spoutnik, je ne sais pas si ça vous parle, ça vous dit quelque chose, c'est en 1957. Ce sont les Russes qui les premiers ont envoyé une boule qui faisait 60 cm de diamètre orbiter autour de la Terre. Et elle est orbitée pour quelques semaines, voire mois, elle a juste fait bip bip. Mais c'était quand même un pas extraordinairement important et qui a été, et si on regarde bien, peu de temps après, on a envoyé le premier homme dans l'espace, qui était de nouveau un Russe, qui était Yuri Gagarin, qui était accueilli comme un héros national, il le méritait, il est mort pas très longtemps après, c'était un pilote d'essai d'avion, il était écrasé dans son avion, le pauvre. Les Américains ont été un peu... vexé quelque part, et donc en 1963 que le président Kennedy a décrété qu'avant la fin de la décennie, ils mettraient le pied sur la Lune, et ils l'ont fait, vu que le 21 juillet 1969, alors c'est le 21 juillet pour les uns, le 21 juillet pour les autres, pour nous c'est le 21 juillet, donc c'était le premier pas de l'homme sur la Lune avec Neil Armstrong, et moi j'en souviens très bien, moi j'avais 5 ans, et je me souviens que j'étais face à un écran de télévision noir et blanc, on faisait des grosses TV, que vous ne connaissez pas, parce que vous avez tout plein, mais moi c'était une grosse TV, mais noir et blanc. Et c'est un événement, non seulement parce que c'était le premier pas de l'homme sur la Lune, c'était aussi la première retransmission d'un événement en Mondiovision, et accessoirement c'est la première victoire des Guilherme sur le Tour de France. Et entre les deux, pour votre information, parce qu'on met toujours... on donne toujours la place aux hommes. La première femme dans l'espace, qui était, je crois que 1967, c'était Valentina Vladimirovna Tereshkova, qui était de nouveau russe. Donc, après ça, vous avez connu sans doute, peut-être un peu la navette, vous savez qu'il y a eu des explosions de la navette, que les vols ont été suspendus, que maintenant on retourne, les Américains retournent dans l'espace avec les vols SpaceX pour alimenter, entre autres, la Station spatiale internationale, qui a déjà été employée, donc il y a maintenant presque 25 ans,
en orbite, dont on prédit la fin proche chaque année, mais On repousse d'année en année. qu'on repousse en effet d'année en année. Et donc, pour le moment, on a une perspective d'utilisation qui va, je pense, jusqu'à la fin de la décennie. Alors aussi, un événement qui est passé assez sous les radars, on n'en a pas trop parlé, mais c'est Voyager qui était envoyé il y a très très longtemps, je crois que c'était la fin des années 80 ou début des années 90, oui, je pense, et qui a fini par atteindre ce qu'on appelle les limites de l'héliosphère, donc finalement ce qu'on considère comme les limites de notre système solaire. C'est un peu arbitraire, mais c'est quand même un événement extrêmement important, c'est-à-dire qu'on on a envoyé pour la première fois un objet qui a quitté notre système solaire. Aussi un événement auquel dont on est fiers, parce qu'on a participé à la mission Rosetta, c'était quand même cette mission Rosetta avec Philae qui atterrit sur la comète, et c'était quand même un événement, c'était un événement européen, c'est quand même un accomplissement majeur. Donc ça vous met en contexte un peu le spatial. Alors, Joachim aura l'occasion d'intervenir quand il le veut, quand il veut étayer. Ou jamais si je ne veux pas. Ou jamais s'il ne veut pas, en effet, mais surtout, peut-être parfois pour donner une couleur plus vécue, je dirais, à certains. Donc, les programmes du spatial, c'est quoi? Le programme du spatial, c'est de l'observation de la Terre, c'est évidemment les satellites météo, et aujourd'hui, on nous annonce une tempête. Cette tempête, s'il était annoncé, c'est parce qu'il y a des satellites météo qui l'ont détecté et qui l'ont, on est en mesure de la prévoir. Ce sont des instruments tels que l'instrument végétation qui peuvent observer la végétation à la surface de la Terre. Donc, si vous cultivez des plantes de cannabis dans votre jardin, faites gaffe, les satellites savent les repérer. Je ne dis pas ça pour rire, on sait réellement détecter qu'il y a des cultures d'un certain type à un certain endroit. Il y a aussi des missions qui sont des missions qui s'adressent à la physique, à l'astrophysique, des missions de cosmologie, des missions d'exploration du système solaire, voire au-delà, on a dit. Au-delà, c'est Voyager, mais c'est pas sa vocation première. On a des vols spatiales habités, avec la Station spatiale internationale, on l'a dit, il y a des satellites de radionavigation, des systèmes GPS et systèmes Galileo, des satellites de télécommunication, ici c'est les Inmarsat, c'est Inmarsat 4, on a participé à le vol. Pour votre information, l'antenne là-bas fait 11 mètres de diamètre. Et on a participé à au moins la moitié des images qui sont sur le slide. T'as fait lesquels, toi? Pas juste moi, j'ai fait le satellite météo, les métop. Métop, là. Moi, j'ai fait Euclide, oui. Euclide. Ça, c'est le projet d'une vie. Oui. Qui est énorme. Mais ça fait que 4 ans oui, mais là. sur Space Bell, il y a les végétations aussi, le proba végétation. Végétation, on est dessus. Ça, c'est Bipicolombo, c'est l'exploration de Mercure. On n'y est pas, malheureusement, on a essayé. Il y a un autre proba en dessous, donc observation solaire qu'on voit en dessous. C'est deux satellites. Et ça, c'est de la navigation satellite. C'est de la navigation donc en couple de satellites. Voilà. Et puis le lanceur aussi, sur lequel Space Bell a travaillé. Ouais. Donc de nouveau au niveau software. Alors, on a l'ISA Pathfinder. Alors, ces deux missions, par exemple, c'est deux missions scientifiques. L'ISA Pathfinder, le but, c'est de détecter les ondes gravitationnelles pour valider les théories d'Einstein, donc les théories de la gravitation. Tandis que Euclide, la finalité d'Euclide, c'est de détecter ou de mesurer la quantité d'énergie noire ou de matière noire dans l'univers, qui permet de nouveau de valider les modèles de cosmologie et savoir si l'univers est ou pas en expansion finalement, parce que ça dépend de la quantité de matière noire qui est contenue dans l'univers. C'est un peu compliqué, mais l'énergie noire agit de manière répulsive, et donc plus il y en a, plus l'accélération de l'univers est importante. Et donc tout ça, c'est des missions du programme Science ESA. Il n'y a pas de commercial à ce niveau-là. La télécom est commerciale. Oui, d'accord, mais... Il y en a un qui est commercial dans le coin. Mais c'est vrai qu'on travaille principalement sur des programmes dits institutionnels qui ont donc une finalité scientifique. Clairement, personne ne paye vraiment pour savoir si les ondes gravitationnelles existent. La météo, vous la recevez, vous la regardez à la télévision, vous ne payez pas pour ça non plus. Donc la seule chose sur laquelle vous payez, c'est quand vous regardez la télévision. Et c'est pour ça que les satellites de télécommunication, eux, sont des satellites commerciaux. Alors, les différents segments, on les a déjà plus ou moins abordés. Il y a des satellites, il y a des sondes spatiales. La différence, c'est que le satellite, il continue à orbiter autour de la Terre. La sonde spatiale, elle a vocation à aller un peu plus loin, explorer plus loin.
On peut avoir la Station spatiale internationale, on a dit, on a des cargos qui vont ravitailler cette Station spatiale internationale, on a des lanceurs, dans notre jargon, on appelle fusées lanceurs. On a évidemment aussi des sondes avec des atterrisseurs, voire des rovers qui vont explorer la surface martienne, en l'occurrence. On a dit qu'il y a des navettes. Les navettes ont eu des heures et malheurs, mais tu as travaillé sur XV? Non. Space Rider? Non, pas encore, mais tu vas travailler sur Space Rider. Et alors on a toutes les stations sol, les centres de contrôle avec des moyens d'essai aussi. Donc pour vous dire la grande diversité de ce qu'on peut avoir dans le spatial. Les techniques et disciplines, bon, on en a déjà parlé, évidemment, il faut des astrophysiciens, il faut des physiciens, ce sont ceux qui vont concevoir les missions, qui sont vraiment au début de la genèse, de la conception de ces missions. Il y a les mathématiciens, parce qu'il y a pas mal de modélisation. Évidemment, de la mécanique, avec la connaissance des matériaux, de l'électricité, de la puissance à bord, parce qu'il y a des consommateurs électriques, il faut bien les alimenter et les gérer. Il y a de la thermique, parce qu'il faut gérer la différence entre du moins 180 degrés d'un côté et du plus 100 de l'autre. Il y a de la chimie, ne fût-ce que pour le poudre que l'on met dans ces lanceurs. Évidemment, de l'électronique et de l'informatique, ce qui vous intéresse au premier degré. Ouais, c'est plutôt là qu'on intervient. Avec de l'optique, de la télécommunication, et puis tout le segment utilisateur, où on a des agronomes, on a des climatologues, des météorologues, des océanographes, des géophysiciens qui vont faire usage des données que l'on peut capturer au cours de ces missions, parce qu'il y a quand même une finalité extrêmement à ces missions. Ouais, on peut intervenir à ce niveau-là aussi, dans du traitement d'images et autres. Il y a ça en deuxième et troisième, je pense, ici. Si c'est toujours le cas. Ça, vous ne connaissez pas, mais je vois... C'est ce qu'on appelle la mire. À l'époque, quand il n'y avait pas d'émission de télévision, où il y avait juste le signal qui apparaissait, ça permettait de faire la visu. Et elle veut rester. Ouais, pas pour longtemps. Voilà. L'Europe de l'espace, c'est l'Agence spatiale européenne. C'est un budget pour votre information, parce que les sous, ça part à tout le monde. Donc, si je vous dis que le budget de l'Agence spatiale européenne, c'est de l'ordre de 6 milliards d'euros, c'est jamais qu'un tiers du budget de la NASA, mais c'est de l'ordre de 6 milliards d'euros, et c'est environ 40 000 personnes employées directement ou indirectement dans le spatial en Europe. Et en Belgique, c'est quand même quelques milliers aussi. Je pense que c'est de l'ordre de 4 000, voire plus. Pour votre information, la Belgique est le 5e contributeur au budget de l'Agence spatiale européenne, ce qui est quand même remarquable vu la taille de la Belgique, ce qui veut dire que rapporté au nombre d'habitants de la Belgique, nous sommes quand même dans les principaux contributeurs. C'est la raison pour laquelle l'industrie spatiale en Belgique est une industrie forte, où il y a pas mal de compétences dans différents domaines, dont, de nouveau, Plus la Belgique donne, plus on a du boulot, on est content. Nos domaines d'activité du SpaceBell. Alors, on rentre un peu dans le vif du sujet. Nous sommes une société donc d'ingénierie, de systèmes spatiaux et de logiciels spatial. Nous sommes actifs dans différents segments, ceux que l'on a esquissés préalablement. Bon, typiquement, par exemple, on contribue parfois à mettre du logiciel dans les fusées, à tête de fusée. Vous aurez vite compris que le calculateur, on le met tout au-dessus, on ne le met pas en dessous, parce qu'au fur et à mesure qu'on enlève les étages, il faut quand même bien regarder la intelligence à bord. Nous sommes actifs dans les centres de contrôle au sol, dans les centres d'opération des missions de nouveau au sol. Nous sommes, et c'est plus particulièrement notre domaine d'activité à Joachim et moi, dans le logiciel dit logiciel bord, le logiciel embarqué, celui que l'on met à bord du satellite. Nous avons aussi une activité qui est dans la dissémination des données d'observation de la Terre en l'occurrence, dans l'exploitation, donc dans l'utilisation de ces observations de la Terre pour leur donner une valeur ajoutée. On en fait l'utilisation par exemple pour en foresterie, ou bien on va détecter, par exemple, la densité de plancton dans les océans, c'est quelque chose qu'on sait voir à partir des satellites. Qui dit plancton, dit que les crevettes sont bien nourries, dit que les élevages de crevettes seront florissants, et ainsi de suite. Hein. C'est quelque chose un peu... Bon, nous existons depuis plus de 33 ans, on a participé à plus de 40, voire 50 missions spatiales, avec succès, on est mal à dire. On a un chiffre d'affaires, alors ça c'est très industriel, hein. Les industriels ils aiment bien donner leur chiffre d'affaires, dire voilà, la société c'est 12 millions d'euros par an au minimum, c'est un peu plus d'ailleurs ces dernières années.
la plupart exportent, vu que notre client c'est au niveau européen, voire au-delà. Nous sommes une centaine de personnes réparties sur 4 sites. Le siège social étant ici à Liège, juste au Sartillement, pas loin d'ici. Nous sommes aussi à Bruxelles. On a une filiale à Toulouse et aussi à Varsovie, avec maintenant 17 personnes à Varsovie. Et notre site de Liège, ici, on a ce qu'on appelle des salles blanches, on va dire salles propres, c'est ces salles qui sont, vous avez une atmosphère contrôlée en température et aussi en propreté, elle permet donc de faire l'intégration de satellites, entre autres. Il y a un petit drapeau belge parce que notre actionnariat est 100% belge. Donc nous sommes une société belge. D'ailleurs, vous aurez vite compris que Space Bell, c'est Bell avec un L, pas avec deux L, c'est donc pas les cloches de l'espace, mais c'est une société belge qui travaille dans le spatial. Ouais, alors si tu gardes ce slide-là et qu'on ramène ça à la presse, on va avoir plutôt la finalité Indus ici, éventuellement aussi au niveau du traitement d'image qui peut se faire tout seul. Réseau, bah forcément station de contrôle, puisqu'on a besoin de réseau pour transmettre les données jusqu'aux stations. Et puis alors on va avoir gestion de nouveau pour les stations sol et la gestion de base de données mission, entre autres. Donc il y a moyen, quoi que vous fassiez comme option, de vous retrouver dans un de ces pictogrammes ici. Et pour terminer sur cette introduction, voici pour votre information la répartition des collaborateurs de Space Bell en fonction de leur titre et qualité. On n'est que 14%, il y a moyen de faire mieux. Voilà, en effet, les bacheliers sont ici. Voilà, je vous laisse lire. On vient de passer, depuis mercredi, on vient de passer à 8% sur les doctorants. Hein. Comme on est à peu près 100, les calculs sont faciles. Oui, c'est exact. Voilà, vous avez un peu l'idée. Donc, bon, ceci, c'était vraiment pour vous brosser l'introduction, le domaine qui est le nôtre. Vous n'avez encore pas vu un soupçon d'informatique à ce stade. C'était le but. Okay. Bon, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va vous parler maintenant du logiciel bord, logiciel embarqué, celui que l'on met à bord du satellite, qu'on envoie en l'air, qu'on essaye d'oublier, signe qu'il fonctionne bien. On va vous esquisser brièvement ce que c'est que ce logiciel, en décrire les caractéristiques principales, le processus qui sous-tend sa production. Et ça, c'est quelque chose que je crois assez important parce que on va insister là-dessus, parce que vous allez avoir des cours, on va vous expliquer comment faire les choses, mais on va vous l'expliquer en termes techniques. On ne va pas trop vous l'expliquer en termes de processus industriel. Donc c'est l'occasion pour vous de voir et de vous rendre compte dans les années qui viennent, peut-être de raccrocher, mais tiens, c'est vrai, finalement, j'avais vu un jour une présentation par deux gars de Space Bell, et ça vous évoquera peut-être quelques souvenirs. Donc il y a tout le processus que l'on va décrire. Très brièvement, les architectures que l'on utilise, l'architecture statique, l'architecture dynamique, je n'insisterai pas trop dessus parce que ce sont des choses que vous serez amenés à étudier sans aucun doute, je n'en doute pas, voilà. On parlera des environnements de développement, des environnements de général que nous utilisons, parce qu'on a une particularité dans le logiciel dit embarqué, c'est qu'on a des environnements de développement dits croisés. En clair, l'environnement de développement n'est pas l'environnement d'exécution. Si je développe sur une station de travail qui, grosso modo, ressemble à ceci avec quelques écrans en plus, le logiciel s'exécute sur une cible qui n'a rien à voir avec ça. Il s'exécute sur un calculateur bord qui est dans le satellite. Donc, tandis que quand vous êtes plutôt dans une informatique de gestion, vous pouvez développer sur la machine qui est la même que la machine de production, d'exécution, qui a peut-être ses gros serveurs, enfin ses bases de données sur ses disques, et ainsi de suite. Ici, le processeur n'a pas la même architecture. Jamais. En plus. Les processeurs spatiaux, ce n'est pas les processeurs qu'on a dans les PC traditionnels. Ah, on peut... Oui, on peut embarquer directement là-dessus, si tu veux. Parce que ça va être tout à la fin. Oui, mais il faudra qu'on y arrive. Donc, voilà.
En clair, on se flatte d'être au centre du jeu de quilles. La vocation du logiciel bord embarqué, du satellite, c'est quand même de contrôler l'ensemble du satellite. Donc de contrôler tous les systèmes, de les commander, de les contrôler. Et donc, on fait du logiciel, mais on a besoin d'une connaissance complète du système, parce que ce système, on doit le contrôler, on doit savoir ce qu'il fait. Et donc, en étant au centre du logiciel bord, on a vraiment, franchement, une vision assez complète sur l'ensemble du système et sur l'ensemble de la mission. Et c'est à tel point, d'ailleurs, que je n'ai pas insisté dessus dans l'introduction. Spacebell est en effet une société de développement logiciel pour le spatial, mais nous avons aussi la capacité de définir des missions et des systèmes à base de microsatellites pour l'observation de la Terre, parce qu'on a acquis suffisamment de compétences, de connaissances de ces systèmes et de ces missions au cours des 30 années d'existence de la société. Et c'est une position qui est relativement unique, c'est-à-dire que le logiciel, c'est pas une fin en soi. Enfin, si on peut aimer, hein, on peut être vraiment geek jusqu'au bout des ongles, mais le logiciel, il a une finalité. Et en l'occurrence, ici, il a une finalité de contrôle, de commande des satellites. Et nos collaborateurs, un éminent collaborateur en face de vous là-bas, je pense, et je ne sais pas si tu me contrediras, mais ce qui motive les collaborateurs d'une société telle que la nôtre, c'est pas, oui, l'outil informatique, mais c'est aussi l'utilisation de cet outil et la finalité qu'il y a derrière. Quelle est l'application? Qu'est-ce qu'on contrôle? On a finalement des notions de physique, des notions de thermique, des notions d'électricité, parce que tout ça, on va le contrôler. La finalité est très belle. Elle est dure à voir, mais elle est très belle quand ça se termine. Donc, j'avais déjà commencé par dire que on va commander, surveiller et contrôler le satellite. C'est la fonctionnalité première du logiciel bord embarqué. On va donc... toi, vas-y, parce que moi, je... Ça, c'est ton boulot, ça, non? Il paraît. Oui, donc on va voir les opérations qui vont être l'envoi de télécommande du sol vers le satellite pour le contrôler, la réception de télémétrie qui vont fournir des données sur le fonctionnement du satellite. Ensuite, mission timeline, ça va être définir qu'est-ce que le satellite doit faire et quand. Donc on va avoir plusieurs moyens de contrôle, on discutera de ça un peu plus tard. Mode management, c'est, je vais prendre un exemple concret, le satellite Euclide dont on a parlé, il va avoir plusieurs modes de fonctionnement, qui va avoir des modes pour recharger ses batteries, se mettre dos au soleil pour recharger via ses panneaux solaires complètement ses batteries. On va avoir des modes science, donc pointer une étoile, la fixer, pointer un point dans l'espace et prendre la photo, ce pourquoi la mission est faite. Voilà, on a différents modes. Equipment management, on doit gérer le statut de tous les équipements dans le satellite. Payload management, ça c'est gérer la charge utile du satellite. La charge utile, c'est l'équipement qui permet de récolter les données scientifiques de la mission. Data management, ça va être contrôler toutes les données qui sont récoltées à bord du satellite, parce qu'on en a un paquet et il faut arriver à ordonner tout ça. Faire tout ce qui est donc, acquisition, monitoring sur ces données, les renvoyer au sol quand il faut, et les storer, bien entendu. Et puis platform management, ça va être la gestion de tous les équipements qui vont permettre au satellite d'opérer dans l'espace, de savoir où il est, de savoir comment se positionner, de pouvoir se diriger. Voilà, donc ça c'est les principaux aspects des logiciels qu'on développe. Alors c'est une seule planche, mais tout est dedans. C'est beaucoup. En vrai, c'est vraiment beaucoup. Et pour faire tenir tout ça dans un software, ça demande pas mal de boulot. D'accord. Et surtout, tout faire travailler ensemble. Alors, j'interviens, c'est vrai que intervient ici une notion qui n'est pas une notion informatique, mais une nouvelle notion du spatial. On fait la distinction chez nous entre ce qu'on appelle la plateforme et la charge utile. La plateforme, si vous voulez, c'est le camion, c'est le container, c'est ce qui assure les fonctionnalités de maintien à poste. Ok, on l'envoie en l'air, elle orbite autour de la Terre, mais elle n'a aucune raison d'être en tant que telle. Mais elle survit. Oui, elle survit, elle assure toutes les servitudes. La raison d'être d'une mission spatiale, c'est sa charge utile. C'est ce qu'on appelle en anglais la payload, parce que c'est ce qui paye
C'est la charge qui paye pour la mission. C'est ce qui justifie la mission. Et donc, on a en général des instruments qui seront alors des instruments de télécommunication, des transpondeurs si c'est de la télécommunication, des caméras, des radars, et voilà. Des télescopes, tout ce qu'on veut. Le kit, c'est un télescope, le fameux. Ah oui, j'ai les photos. J'ai dit, mais on verra si on a le temps de les... Ok. On rentre un peu de nouveau dans le vif du sujet avec... Ok. Donc, le logiciel BOR, il est, je vous l'ai dit, il est au milieu du jeu de filles. Pourquoi? Parce qu'il va dialoguer avec tous les équipements de la plateforme. Donc, de nouveau, les commander et les contrôler via ce qu'on appelle des actuations, faites d'agir, d'actionner quelque chose, et il va les contrôler au travers d'acquisition des capteurs. On va faire de même avec des instruments. Ce qu'on va faire de plus avec des instruments de recherche utile, c'est qu'on va acquérir des données qui sont les données scientifiques que l'on va typiquement décharger vers le sol pour pouvoir les exploiter. Et on va aussi communiquer avec le sol au travers de télécommandes et de télémesures ou télémétrie. Alors, on a une vue architecturale un peu globale. Alors, c'est une grande frustration qu'on a dans l'espace, dans l'informatique, c'est que on ne sait pas montrer grand-chose. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez intangible, le logiciel. Je vous défie de... Alors que vous savez comme moi qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de bits qui circulent dans cette salle, parce que, ne fût-ce que par les communications, je vous défie de mettre le doigt sur un seul. On a le même problème, évidemment. On ne sait pas toucher une photo d'informatique. Si, parfois on a de beaux écrans. Nous, a fortiori, dans le logiciel embarqué, on n'a même pas ces écrans. Le logiciel, il est embarqué, il est enfoui, on ne le voit pas. Et donc, à la place, on fait des dessins avec des carrés, des rectangles, et on essaye de lui mettre des couleurs. Il met des couleurs, voilà. Et ce dessin, bon, je le traîne depuis quelques années déjà. Pour vous dire très brièvement ce qu'on essaye de faire dans une règle de bonne pratique, mais règle de bonne pratique que vous-même allez sans doute réaliser par vous-même si on ne vous l'enseigne pas, c'est qu'on fait de l'architecture, tout le monde dit ça, on fait de l'architecture dite en couche et modulaire. Tout le monde le dit. Nous, on le fait. En tout cas, on essaye. Voilà. Et donc, les couches qui sont dites les couches basses sont celles qui sont proches du matériel, celles qui sont les couches hautes sont des couches qui sont plus applicatives, et les couches intermédiaires sont des couches qui sont censées être relativement indépendantes du matériel, relativement indépendantes de la mission, et que l'on essaye donc de réutiliser à l'autre, d'une mission à l'autre, d'une plateforme à l'autre. Et tandis que ici, ça dépend de la mission, et là, ça dépend plus du matériel. Alors, les caractéristiques. Ça, c'est très, très important. Bon, d'abord, c'est un logiciel qui est embarqué. Il est embarqué, et on vous l'a dit, on a un environnement de développement croisé. Si je développe sur un environnement relativement confortable, avec de grands écrans, je l'exécute ailleurs. Et cet environnement d'exécution, il est, Joachim l'a déjà dit 2 fois, j'ai entendu, il est très contraint. À savoir que vous avez, comme moi, je vois que certains d'entre vous ont des PC devant eux. Ces PC, ils ont des processeurs qui sont des processeurs multicore, qui sont peut-être à de 3.5 GHz, voire plus, en multicore. Allez. Vous avez 16 Go de mémoire. Vous avez des disques durs, maintenant des SSD plantureux. Alors, pour ramener ça, ce que nous on a, il faut savoir que les derniers processeurs, enfin ceux avec lesquels moi j'ai commencé, ils faisaient du 16 MHz. Maintenant, on en est peut-être à 100. À 80 pour l'émission qu'on développe actuellement. Euclid, c'est 80. Hein. Euclid, c'est 60. 60 MHz. Donc, vous voyez, c'est plusieurs ordres de grandeur inférieurs à ce que vous avez sur votre PC. La mémoire, quand on parle de 16 Go chez vous, nous c'est 16 mégas. C'est 1000 fois moins. Donc c'est quand même extrêmement contraint et il faut faire avec. Et on fait avec et ça marche. Preuve que peut-être qu'ici il y a pas mal de gaspillage. Hein. C'est donc un logiciel qui est aussi un logiciel qu'on met à bord et qui
doit tenir compte de caractéristiques qui sont propres du domaine spatial. Typiquement, c'est les radiations, les vents solaires, qui font que de temps en temps, il y a des glitches, il y a des choses, et donc il faut que ce logiciel soit robuste ou participe à la robustesse. Je ne vais pas revenir plus dessus. C'est un logiciel qui est en réel, donc il doit tenir compte de la charge du processeur. Il va devoir jouer avec toute la dynamique, les tâches, l'ordonnancement de ces tâches. Il doit pouvoir répondre en un temps donné à une sollicitation. C'est donc le côté déterministe aussi. Il est distant, donc on va lui demander de l'autonomie. Typiquement, si j'envoie une mission, si je participe à une mission sur Mars, Mars, c'est plus de 10 minutes pour le trajet aller, 20 minutes pour l'aller-retour. Si un événement survient à bord, le temps qu'il soit rapporté au sol, que l'on prenne une décision, que l'action soit renvoyée, bon, ça prend 20 minutes, c'est trop tard. Donc il faut une certaine autonomie à bord, il faut une intelligence. Et c'est donc un logiciel, il faut aussi réagir parce que c'est un logiciel critique qui assure le bon fonctionnement de la mission. Et on va revenir sur la criticité, et donc il faut qu'il soit fiable de manière globale. Et on va revenir sur cette notion qu'on appelle les RAMS, qui est une notion industrielle. RAMS, vous allez avoir ça dans le ferroviaire, dans le nucléaire, dans l'automobile, partout. On va revenir on repenche ici. C'est quoi ça? Oui. Donc on a différentes catégories de software possibles. Donc on les classe selon A, B, C, D. D, ça va être un problème ne va pas avoir de conséquences du tout. Bon voilà, c'est ici, il y a un petit souci, on vient le patcher. Simplement que le USB, un patch est en avant. Le C, c'est à peu près pareil, mais c'est un petit peu plus, c'est une feuille un petit peu plus embêtante. Donc là, on va avoir déjà un impact sur la mission. Classe B, c'est le logiciel sur lequel on travaille. Donc si on a un problème dans le logiciel, on peut compromettre toute la mission. Donc si le satellite coûte 500 millions, on perd 500 millions, on n'a pas envie que ça nous retombe dessus. Et catégorie A, là, on peut tuer des gens s'il y a un problème dans le soft. Donc on peut faire exploser Thomas Pesquet, ce qui n'est pas le but du jeu. Typiquement, en effet, le logiciel à bord de la Station spatiale internationale ou à bord du futur Lunar Gateway, donc une station pour le remettre en orbite autour de la Lune, ou du logiciel que l'on met dans une fusée, tout ça peut mettre en danger la vie humaine et sera de catégorie A. Et donc le degré d'exigence dans la production de ce logiciel est d'autant plus important, et les procédures qui sont mises en place sont d'autant plus contraignantes. Et le logiciel est d'autant plus cher. Ouais, il y a un lanceur russe il n'y a pas si longtemps que ça avec un gyroscope monté à l'envers. Du coup, quand le truc voulait aller à gauche, il allait à droite et donc il a fait. Preuve qu'il y a quand même des procédures de tests qui ne sont pas tout à fait au point. Cette notion n'est pas strictement propre au spatial. Vous avez la même chose dans l'aéronautique. Et dans l'automobile, c'est bien. Et dans l'automobile aussi, ce qu'on appelle les TAL, Design Assurance Level. On va retrouver aussi ABCD. Et la définition est grosso modo la même. Et dans le militaire, mais là c'est le but quoi de. Voilà. Alors, je vous avais dit que donc il faut donc que l'on soit fiable. Et il y a ces notions. Alors, bon, je vous ai mis des définitions ici. Ne regardez pas toutes. Je vais insister juste sur celles qui sont en rouge parce qu'elles nous impactent directement. Bon, d'abord, la première chose que l'on fait dans le logiciel, on fait beaucoup d'analyses. On fait des analyses sur quel est l'effet d'une possible défaillance à bord. Et sur base de cette analyse, on va devoir prendre des mesures de correction. La plus simple, c'est évidemment d'avoir la redondance à bord, à savoir que je vais avoir 2 équipements pour le prix d'un. On va les payer 2 fois, mais simplement, s'il y a des failles, on va avoir une mesure qui va être capable de détecter qu'il y a un problème, d'isoler ce problème et de prendre une mesure de récupération de ce problème. J'illustre le propos. Si je vous parle pour le moment, brusquement, vous n'entendez plus rien. Il faut entendre rien, on détecte, tiens, il y a un problème. La question, c'est où est le problème? Suis-je muet? Êtes-vous sourd? Il faut pouvoir isoler le problème. Et seulement alors, on peut espérer prendre une mesure corrective. Bon, c'est pour illustrer brièvement l'AFDIR, ce qu'on appelle nous, dans tout le langage courant, l'AFDIR, et c'est quelque chose qui est omniprésent à bord des satellites.
Et donc, tout ça, ça participe à ce qu'on appelle RAM, c'est une notion, ça c'est une notion qui est relativement propre aux satellites, au spatial. Par contre, la notion de RAMS, qui est donc pour la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité et la sécurité, cette notion de RAMS, vous allez la rencontrer dans tous les domaines de l'informatique industrielle. Donc, cette nécessité d'analyser quels problèmes peuvent survenir et comment les prendre en compte et comment les corriger, comment réagir. Donc, je signale qu'à ce stade, on n'a pas encore écrit la moindre ligne de code. Et donc, on a de la FDIR. Oui, toujours classé selon plusieurs niveaux. Niveau 0, ça va être une FDIR qui est directement corrigeable par le hardware lui-même. Il faut qu'il la détecte, qu'il la corrige et nous, on ne la voit même pas. Niveau 1, ça va être une FDIR qui va être gérable par un sous-système du satellite, donc sans forcément nous faire intervenir, donc le logiciel central. Le niveau 2, ça va être géré du coup par notre software, donc on va être prévenu et on va prendre une mesure pour corriger ce problème. Niveau 3, on va avoir c'est déjà beaucoup plus critique, on va avoir quelque chose qui va peut-être être une reconfiguration, comme Paul a dit, on a des équipements qui sont redondants, on va peut-être passer sur le redondant, sur le processeur redondant par exemple. Et level 4, on considère que c'est trop critique pour être géré par le soft, et là donc on laisse la main à la station seule et aux opérateurs seuls pour faire ce qu'il faut pour essayer de revenir dans un état utilisable au niveau du satellite. Donc il y a vraiment cette hiérarchie et aussi cette escalation des problèmes. Donc si on ne sait pas on essaye toujours de les traiter au niveau le plus bas, le plus proche. Si on ne sait pas, on va escaler, remonter au niveau supérieur. Jusqu'au moment ultime où on se dit on ne sait rien faire avec le logiciel, donc le satellite va, et je fais référence à ce que Joachim expliquait précédemment avec la gestion des modes, il va se mettre en safe mode, donc il va couper tous les consommateurs électriques à bord, il va s'orienter pour écouter vers enfin il va s'assurer qu'il est toujours bien alimenté par les panneaux solaires, il va se mettre en communication avec la Terre, il va attendre. Ça, oui, c'est c'est pas le mode caillou, mais c'est pas loin. C'est presque le mode caillou. Voilà. Donc, ça vous donne une idée du type de logiciel que l'on produit. Donc, des contraintes, des caractéristiques. C'est donc pas... Oui, ce n'est pas un logiciel... Il n'y a rien de mal, mais c'est pas du web design, ce n'est pas du gaming... ce n'est pas de la gestion de base de données, c'est vraiment un logiciel qui est fortement contraint, qui a des caractéristiques assez particulières et qui donc nécessite un processus de développement particulier qui va de pair. Et ce processus, donc il y a ce qu'on appelle un cycle de vie, le cycle de développement du logiciel, et il est appelé le cycle en V. Il y a d'autres cycles, il y a des cycles plus itératifs, il y a des cycles, voilà, le nôtre c'est un cycle qui est un cycle en V, qui convient à la fois au côté technique et au côté contractuel, parce qu'il y a aussi, il faut savoir, vous comprenez de nouveau, nous sommes dans un processus industriel, on a des clients, on a des sous-contractants, on va donc spécifier ce qu'on appelle ici, pour vous, je crois que vous allez appeler ça un cahier des charges, quelque part. Et sur base de ce cahier des charges, vous allez raffiner ce qu'on vous demande de faire en essayant de vous imaginer, ok, si l'utilisateur veut telle fonctionnalité, comment cette fonctionnalité se traduit-elle au niveau du logiciel? Qu'est-ce que le logiciel doit faire en termes d'exigences, en termes de contraintes, pour répondre aux besoins de l'utilisateur? Et on va donc raffiner les choses, et puis on va dire, ok, maintenant, comment est-ce que je vais implémenter ça? Comment je vais organiser ça? Quelle architecture vais-je mettre en place? Et puis on va détailler cette conception. On va seulement implémenter. Donc la ligne de code, elle est là. Hein. Et puis on va tester. On va tester de manière unitaire. Prendre chaque module un à un. S'assurer qu'ils sont testés de manière exhaustive. Pour un logiciel catégorie B, a fortiori A, peut-être qu'on l'a mentionné précédemment,
l'exigence est 100% de couverture de code. Je ne peux pas avoir une ligne de code qui n'a pas été exercée. Non seulement je ne peux pas avoir une ligne de code qui a été exercée, mais en plus je dois exercer ces lignes de code de différentes manières, en passant par toute la combinatoire possible. Donc, si A et B ou C, je dois essayer A vrai, B faux, C, toutes les combinaisons possibles. D'accord? Donc, pour votre information, on passe environ 20% de notre temps ici. On va passer peut-être 25-30% là-bas. 30, on va dire. C'est grosso modo, hein, ça peut être 25, ça dépend. Et on va passer la moitié du temps là. Ça, par contre, c'est quand même du codage, parce que les procédures de test, il faut les coder. C'est peut-être pas le même langage. On va utiliser le langage C, parce que c'est un langage qui est proche du matériel qui nous permet un bon contrôle donc au niveau de la production du logiciel bord. Par contre, ici, on va peut-être utiliser des langages, plus de langage de script, du Python, du Tcl, on peut utiliser du Java aussi, ce genre de choses. Mais, voilà. 20-25%, 30% là-bas, et 50% là-bas. Et nous, on s'arrête, on livre. Alors ceci, on va le tester sur des cibles simulées, c'est-à-dire que, je ne vais pas revenir dessus, et ça, par contre, on va aller sur la vraie cible. Et derrière, on livre notre logiciel aux responsables de l'ensemble du satellite, hein, donc les grandes sociétés du spatial que sont Airbus, que sont Thales Space, que sont HB, et finalement l'Agence spatiale européenne, et eux vont encore tester. Et ils vont nous rapporter des bugs. Et pour tout bug, on repasse par tout le cycle en V ou presque. Donc on est obligé de reprendre tout, réunir, tester, revalider, requalifier, et c'est reparti. C'est très long, c'est très lourd, mais il faut passer par là pour avoir un soft qui tient la route. En mettant à jour la doc qui va avec, donc ce qu'on appelle du System Software Certification, Interface Requirement Certification, je ne vais pas les prendre tous parce que ici donc Interface Control Document, Software Requirement Certification, Software Design Document, Architectural Design, Detail Design. Bon, alors ici on a des plans de test. Quand on descend le côté gauche du V, on fait en même temps les plans de test où on spécifie les tests qu'on va devoir exécuter quand on va remonter de l'autre côté. Parce que ces tests-là doivent vérifier ce qu'on a spécifié là-bas. Et on va faire des rapports de tests. Et puis on va avoir des réunions, des revues de spécification, des revues de conception, des revues de tests. Donc la revue, c'est une réunion. Ce n'est pas seulement une réunion. Une revue, ça peut durer plusieurs jours, semaines, mois. À savoir qu'on va soumettre nos documents, on va considérer que les documents sont acceptables, on va ouvrir la revue. On ouvre la revue, nos partenaires, nos clients vont revoir ces documents, vont remettre des commentaires sur ces documents. On va répondre à ces commentaires. On va clore certains de ces commentaires. Et puis on va s'asseoir ensemble. Pour le moment, on ne s'assoit pas trop ensemble, on se servi à Teams, comme Teams, WebEx ou autre. Et on va discuter des commentaires qui posent problème, sur lesquels on n'est pas vraiment d'accord. Parce que parfois on répond, non, si je t'assure que j'ai bien fait les choses, ils vont dire, non, c'est pas comme ça, on le fait autrement, et on peut se bagarrer. Hein, et puis arrive un moment où on va clore la revue, on dit, ok, ça va, nous sommes d'accord, on peut continuer. Ça prend du temps, c'est lourd. Vous n'avez pas trop peur? Voilà. Je vais vous dire franchement, c'est un peu le but. Hein. Le but, c'est de vous montrer autre chose, je dis dans l'entrée de jeu, de vous montrer autre chose que ce que vous allez être amené à voir au cours de votre cursus. Donc c'est quelque chose qui est très industriel, qui est évidemment... Et donc, en résumé, d'un côté, on a la définition et la production. De l'autre côté, on va avoir tout ce qui est intégration, validation et les tests. D'accord, voilà. Et tout au long, on va avoir ce qu'on appelle la vérification. Petite anecdote, sur les projets catégorie B dont on a parlé tout à l'heure, nous avons une société
qui assurent ce qu'on appelle la vérification et la validation de manière indépendante. À savoir que leur seul boulot, c'est de surveiller ce qu'on fait. Ils sont payés cher et vilain, comme on dit en bon français, Tout vérifier. Chaque ligne de code, chaque document, chaque test, chaque ligne de test, chaque ligne de résultat de test. Il vérifie tout et il lève des points. Il dit, là il y a un problème, là il y a un problème. Nous on a des documents immenses où il faut répondre à tout. Ah oui, effectivement, non, là je suis pas d'accord. Et ça prend un temps de malade. Et comme ils sont payés pour le faire et qu'ils font bien leur boulot, en effet, on reçoit beaucoup de commentaires. Et on doit les prendre en compte. Voilà. Évidemment, on développe, en suivant des standards. Alors, 2 grands standards dans notre domaine. Tout domaine industriel a des standards. Ça assure l'interopérabilité, la coopération entre les différents organismes, entre les différents industriels. Nous avons les standards européens. D'ailleurs, il manque une branche en orange ici, c'est une belle couleur. Et ça, ce sont des standards internationaux qui sont plutôt orientés vers la communication entre les agences spatiales tandis que ceci, c'est tout le processus qui est décrit, le processus avec tous les standards de gestion, de management, tous les standards d'assurance qualité, donc product assurance, les standards d'ingénierie. Les standards d'ingénierie, où vous allez avoir les problèmes, tout ce qui est de la thermique, tout ce qui est communication sur des bus. Communication sur les bus, l'avionique, l'électronique, les procédures de fabrication, etc. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour un même projet ESA, il peut y avoir une dizaine de pays qui travaillent dessus. Donc il faut que tout le monde s'accorde, et autant de sociétés, voire plus. C'est pas toujours facile de coordonner tout le monde, c'est pour ça que ce genre de standard existe. Donc en résumé, au bout du compte, il y a 2 manières pour mettre un satellite en orbite. La première, c'est de trouver une fusée qui va l'envoyer. Et la deuxième, c'est d'empiler la dock et de mettre le satellite dessus. Vous devriez atteindre plus ou moins la même altitude. Alors, je ne sais pas, à propos d'altitude, est-ce que vous avez une idée des altitudes auxquelles les satellites orbitent? Haut. Oui, là c'est courageux, ça. Mais c'est à la fois haut. Oui, pardon, tu disais? C'est pas mal. C'est une orbite bien basse, mais c'est vrai. Les satellites espions sont plus bas. Les satellites d'observation de la Terre, on va dire grosso modo en effet 600 km. Mais 600 km, vous me dire c'est loin. Mais ramener au rayon de la Terre qui est 6000 km, c'est pas énorme, hein, c'est un dixième. Hein. D'accord. Par contre, les satellites géostationnaires, qui sont les satellites de télécommunication, qui sont eux autour de l'équateur, c'est 36 000 km. C'est beaucoup plus loin. Donc voilà. Et donc ici, juste pour illustrer que, de nouveau, on a beaucoup de documents à produire. Et on le fait avec plaisir. Et voilà. On va vite. Bah oui, on va falloir le faire finalement. Bon, ça c'était vraiment pour vous effrayer. Donc maintenant, on va peut-être passer un peu de temps sur les architectures du logiciel embarqué. Voilà. Bon, vous avez déjà vu cette figure, hein, je l'aime bien, alors je la répète. Je vais passer très vite sur la suivante, parce qu'on y reviendra. Hein, parce que je crois qu'on va pouvoir passer de temps pour expliquer les fonctionnalités, et donc je vais repasser sûrement sur le côté architecture statique et dynamique, et puis alors je laisserai expliquer tous les modules. Tu le feras mieux que moi. Donc voilà. Oui. Ceci, juste pour vous dire que l'architecture, on peut la décliner de différentes manières. Il y a d'abord ce qu'on va appeler l'architecture fonctionnelle, c'est juste l'identification des différentes fonctions que doit remplir le satellite. On l'a déjà esquissé ça précédemment, hein. On vous l'a dit, hein, qu'il y a de la gestion des données, qu'il y a de la gestion des équipements, qu'il y a de la gestion des sous-systèmes. On va revenir un peu dessus après, d'accord? Mais je reviens sur des principes plus généraux d'architecture qui sont
valable, je pense, un peu partout, je vous l'ai dit, d'entrée de jeu. Tout le monde dit qu'il utilise des architectures dites en couche et modulaires, et que nous, c'est le cas. Eh bien oui, parce que voici comment on peut décliner une architecture. Non, ça s'inverse. En clair, nous avons en effet des couches qui sont, je l'ai déjà dit, dépendantes du hardware, de la plateforme en bas, qui sont dépendantes de la mission en haut, mais qui sont relativement génériques, donc potentiellement réutilisables d'une mission à l'autre, d'une plateforme à l'autre, entre les deux, et on va avoir ce qu'on va appeler des chaînes fonctionnelles. Par exemple, on va devoir gérer la thermique. Pour gérer la thermique, je vais avoir besoin de capteurs, d'actuateurs, de thermistances, de thermistances, ce qu'on appelle des caloducs. Le caloduc, dans un satellite, c'est un tuyau qui transporte un liquide réfrigérant qui va prendre la chaleur d'un côté et la mettre sur le radiateur de l'autre. Le but du radiateur, c'est d'aller réchauffer l'espace. Hein, plutôt refroidir le satellite. Ça revient au même. D'accord. Donc, typiquement, on va avoir des algorithmes qui sont des algorithmes de contrôle qui vont implémenter des. Alors, le PID, vous ne connaissez pas encore, c'est le proportionnel intégral dérivative. Ce sont des algorithmes qui permettent de faire en sorte que le contrôle thermique se passe bien. Autre problématique de contrôle thermique, par exemple, c'est que si on a un satellite qui a beaucoup de points, beaucoup de thermistors, donc thermistance, pour réchauffer thermistance, hein. Donc, on envoie un courant dessus pour réchauffer. Hein. C'est aussi bête que ça. Le problème, c'est que si on décide de faire chauffer tous en même temps, on va faire quitter la puissance électrique, après, ne suffira pas. Donc, on doit avoir une stratégie de lissage. Hein. Donc, tout ça, c'est commenté là-bas. Maintenant, en dessous, il reçoit la commande, il chauffe pas, il chauffe pas. Hein. On va avoir la même chose pour la distribution de la puissance à bord. L'AFD, on en a déjà beaucoup parlé. AOCS, fonctionnalité fondamentale, l'AOCS, c'est ce qu'on appelle le Latitude and Orbit Control System. En français, le SCAO, système de contrôle d'attitude et d'orbite. Latitude, c'est par où le satellite est-il orienté. Bon, si c'est un satellite d'observation de la Terre, en général, il va avoir tendance à regarder vers le sol. Si c'est un satellite scientifique ou d'observation du Soleil, il va regarder plutôt en l'air. C'est l'attitude, la manière dont il est orienté. C'est son mouvement par rapport à son centre de gravité. Exact. C'est scientifiquement parfait. Non. Par contre, le contrôle de l'orbite, c'est le mouvement de ce centre de gravité. Et donc, alors, de deux choses l'une. Ou bien on a des moyens de propulsion et on sait contrôler l'orbite, ou on n'a pas de moyens de propulsion, on fait juste constater. Un satellite a une durée de vie. Un satellite qui est mis, on parlait de 300 km, 300 km, il ne va pas rester des dizaines d'années en l'air. Sauf si on peut le réorbiter. Sauf s'il a des propulseurs. Mais il n'y a pas de propulseur. S'il n'en a pas. Donc il va, petit à petit, l'orbite va décroître. Qui dit une orbite décroissante dit qu'on va rentrer dans des couches d'atmosphère un peu plus denses, que le frottement va augmenter. Si le frottement augmente, ça ralentit. Si ça ralentit, on descend. Si ça descend, on rentre dans des couches plus denses. Si on rentre dans des couches plus denses, il y a plus de frottement, ça ralentit. Et comme on va vite, on brûle. Et la réentrée, on brûle. Les satellites sont conçus pour se consumer en réentrant. Donc ils donnent poussière. C'est ce qui va se passer avec l'ISS, avec la Station Spatiale Internationale, dans quelques années. Moi, je pense qu'elle, ils vont la déorbiter et la faire tomber là où ça vaut la tomber. Parce qu'en fait, on a une exigence aussi, c'est de pouvoir contrôler les satellites en fin de vie. Donc, alors c'est une exigence assez européenne. Les Chinois, ils n'en ont rien à battre. Les Russes n'en parlent pas. Les Américains font un peu semblant, oui, mais les Européens, eux, on l'a toujours plus blanc que blanc, ben nous, c'est normal, hein. Faites pas dire le contraire.
on contrôle. Donc si on est en orbite basse, on va contrôler la réentrée pour s'assurer que ça se construit bien, que ça ne va pas tomber sur une zone habitée, le cas échéant, si jamais il y a quelque chose qui ne devait pas se construire entièrement. Et ici, c'est en orbite haute, j'ai parlé des orbites géostationnaires de 36 000 km, là-bas, on ne sait pas les faire rentrer, on va les mettre en orbite cimetière au-delà de 36 000 km pour libérer l'orbite. Voilà, et c'est des choses qu'on doit faire grâce à ce système. Voilà. Alors, à la croisée de ces couches de variabilité fonctionnelle, on a ce qu'on va appeler un module. C'est une vue un peu théorique. Et qui va donc exposer une interface. Normalement, vous ne pouvez jamais aller appeler une fonctionnalité d'un étage supérieur. Hein. C'est construit toujours pour aller chercher, on construit en pile, et on va chercher une bonne conception, c'est ça. Hein. On va chercher des fonctionnalités qui sont offertes par le niveau inférieur afin de construire dessus de manière incrémentale. Et donc, on a des composants qui ont donc une interface, qui fournissent une interface quelque part qu'on attend des composants sous-jacents par ailleurs, afin d'implémenter la fonctionnalité avec des structures de données, des machines d'état, des algorithmes à l'intérieur. Hein. D'accord ? Bon, ça, c'est peut-être pas pour le genre de choses, ça va venir peut-être. Donc, c'est ça. Et dans l'architecture statique des satellites, il y a deux grands concepts. En fait, il y en a un, mais théoriquement, il pourrait y en avoir deux. La question, c'est de savoir si j'ai l'architecture, donc c'est l'architecture assez orientée données. Si je centralise toutes mes données, et j'ai des composants qui vont produire ces données, d'autres qui vont les consommer, certains qui vont en produire et en consommer, ou si j'ai donc tout centralisé dans ce qu'on appelle un data pool, un data bank, une database à bord, ou bien si on va échanger toutes ces données. Ce sont deux, c'est une décision de design, une décision de conception fondamentale. Je peux vous dire que notre architecture bord, c'est ça. Pour des raisons pratiques. On l'a dit, nos ressources sont contraintes, on a des exigences qui font qu'on n'a pas trop le choix. On a beau essayer d'aller vers des architectures beaucoup plus versatiles, plus fancy, plus sympas, on reste là-dessus. Il faut aussi savoir qu'on a une exigence d'observabilité qui est très importante, de manière que le sol, par exemple, les opérateurs au sol connaissent exactement l'organisation de la mémoire à bord. Ils ont une cartographie, une map de la mémoire à bord, et donc ils sont capables, depuis le sol, d'avoir une télécommande pour aller interroger n'importe quel endroit de la mémoire, et le patcher d'ailleurs aussi. Et ça, c'est faisable avec une organisation comme ça. Vous n'arriverez pas de faire une organisation comme ça. Voilà. Ça, c'est l'architecture statique. Pour le moment, vous avez juste un soft, on a fait des boîtes, des modules. Il n'y a pas de vie, ça ne vit pas. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette notion d'architecture, de tâches, de gestion des tâches, d'ordonnancement des tâches, de synchronisation entre tâches, donc le côté dynamique. Bon, vous avez déjà fait du soft, quand même. Hein, ça se fait comme 6 mois que... Hein, et puis j'imagine que certains d'entre vous n'ont pas attendu d'être ici pour commencer à coder. Si vous avez... Donc, ce dont vous n'êtes peut-être pas conscient, c'est que lorsque vous programmez, que finalement vous compilez, vous exécutez, vous n'êtes pas conscient qu'en dessous, il y a un système qui gère ça, qui donne vie. Et donc, l'unité d'exécution, c'est ce qu'on appelle une tâche. On peut appeler ça un thread aussi. Mais donc, il y a une architecture dynamique qui n'est peut-être pas toujours importante dans tous les domaines d'activité parce que ça vous est caché, parce que finalement vous avez des frameworks qui prennent ça en charge et qui vous débarrassent de ce lourd fardeau. Nous, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. On vous a dit qu'on doit être en temps réel, on est déterministe, il faut qu'on maîtrise absolument le fonctionnement et qu'on puisse dire comment ça marche. Alors, c'est plutôt pour l'année prochaine si ça n'a pas changé. Je ne sais pas. Nous aurons 5 ans. Bon, ben vous ne l'aurez pas donc. Voilà. Alors certains d'entre vous le savent peut-être, hein, mais grosso modo, vous avez quoi?
Ok, vous avez des PC, vous avez du Windows dessus, vous allez sur une machine Linux, vous avez donc le Linux. Voilà. Mais fondamentalement, si vous prenez le hardware, un processeur accru, hein, donc en clair, comme vous montez sur un cheval sans selle, quoi, hein, vous avez juste deux niveaux d'exécution. Vous avez l'interruption et vous avez le flux d'exécution, la tâche. L'interruption est plus prioritaire. C'est un événement asynchrone qui vient du hardware. Ouais. Ouais, exactement, et qui va donc être en mesure, et c'est le processeur qui gère ça, c'est vraiment au niveau hardware, c'est câblé, qui va dire, ok, si j'ai une interruption, je donne la main à l'interruption. L'interruption, par définition, doit être Très courte et efficace. Et puis il y a le niveau, qui est le niveau d'exécution normal. Maintenant, ce niveau d'exécution normal, quand on doit faire des choses un peu complexes, avoir une grande boucle, c'est pas très... Et donc on va le diviser. On va essayer de trouver une organisation de comment les différentes tâches à faire peuvent s'organiser entre elles. Et on va arriver dans une notion dite de tasking, donc où on va gérer des tâches, et où une tâche, c'est ce qu'on appelle un flux d'exécution. Et on peut avoir plusieurs tâches. Donc on peut dire, tiens, j'ai une tâche qui va s'occuper d'aller lire sur un équipement, pendant qu'une autre va calculer les données d'orbite. À un moment donné, ces deux tâches elles vont comme devoir se poser parce que celle qui calcule, enfin qui fait tous les calculs, elle a besoin des données qui ont été acquises par l'autre, et puis finalement la troisième qui va aller faire toutes les actuations, donner les commandes sur les propulseurs, donc il y a tout ce qu'on appelle un ordonnancement, là, schedulability en anglais. Et il y a deux types de tâches. Il y a des tâches qui sont purement cycliques, donc qui s'exécutent, et chez nous c'est important. On va avoir des tâches dites à 1 Hz, à 10 Hz. Elles vont s'exécuter comme un métronome, en tout cas on fait tout pour. Et puis des tâches qui sont des tâches sporadiques, à savoir c'est des tâches, on les exécute, elles vont jusqu'à leur fin, et puis Jusqu'à ce qu'on le réinstancie. elles s'arrêtent, et on doit les réactiver. Et on peut avoir plusieurs de ces tâches. Hein. Alors, je vous dis ça, c'est des tâches périodiques, l'autre, c'est des tâches dites sporadiques. Le troisième, ce sont les interruptions. Et on va avoir tout ce qu'on appelle une politique d'ordonnancement, donc le scheduling, qui va prendre en compte la périodicité, qui va prendre en compte les priorités, parce que certaines tâches peuvent avoir priorité sur une autre, avec aussi des mécanismes dits de préemption. Bon, là, vous êtes totalement largué, vous en faites pas, ça sera pour l'année prochaine. Le mécanisme de préemption, ça veut simplement dire qu'une tâche est plus prioritaire, elle a deux solutions. Elle sait que, comme elle est prioritaire, elle va finir par avoir la main, mais si elle est préemptive, elle peut interrompre une autre tâche et dire « Ok, non, j'attends pas que terminer, je prends la main. » Et donc, on va avoir aussi des ressources qui sont partagées, on va avoir des communications entre ces tâches, et tout ça, on doit le concevoir, on doit le maîtriser. Et les tâches, il y en a beaucoup. Et donc, nous, on doit s'assurer que tout ça, ça tient bien, que ça marche comme on a imaginé que ça marchait. Et donc, on a une conception, on doit regarder le comportement temporel avec ces différentes tâches, avec différentes priorités. Mais vas-y, Oui, voilà. Ici, on a un exemple donc, de schedulabilité assez facile avec juste quelques tâches. On va avoir tout au-dessus, on va avoir des interruptions qui sont. Montre-les dessus carrément. Va dessus parce que tu veux. Vas-y. On va avoir ici des interruptions qui sont, comme on voit, asynchrones et sporadiques, qui sont de plus haute priorité. Donc, on va avoir la priorité qui augmente. Une interruption, quand elle arrive, préempte tout le monde, ça veut dire qu'elle prend la main par rapport à tout le monde et elle s'exécute. C'est pour ça qu'on veut absolument les garder très courtes. On va avoir des tâches de plus haute priorité. On voit ici, par exemple, qu'elles sont régulièrement réexécutées. Ça, c'est la périodicité de la tâche. Ensuite, on a une tâche moins prioritaire. Donc, on voit la première s'exécute, une interrupt arrive, elle est traitée.
on reprend l'exécution, elle se termine, on donne du temps à la seconde, on donne du temps à celle-ci parce que celle-là, je suppose, est phasée. Si elle est phasée, ça veut dire qu'elle ne démarre pas au début de sa période, mais un petit peu plus tard. Donc celle-ci peut s'exécuter, et puis celle-là plus prioritaire reprend la main et s'exécute un petit peu. Celle-là est redémarrée, donc elle reprend la main, on a une interrupt, c'est elle qui prend la main, et ainsi de suite. Et le but, ça va être d'avoir un système global composé de beaucoup de tâches. On en a... Cinquantaine, hein? Oui, on peut en avoir jusqu'à une cinquantaine. Et tout ça va devoir s'exécuter en respectant un ordre de priorité comme ceci, avec interruption possible. Et il va falloir qu'elles tiennent toutes. En général, nous, c'est sur la seconde. Donc il faut que sur une seconde, elles aient eu le temps de toutes s'exécuter sans dépasser une période complète. Ce qu'on appelle un overrun, et là, c'est pas bon du tout, ça applique quand on s'est foiré quelque part et qu'il faut tout redémarrer. Voilà, ici c'est vraiment un cas très simple, vous verrez ça normalement l'année prochaine, je pense, les threads et l'exécution des tâches. Mais nous, on en a besoin tout le temps, et faire ça, c'est vraiment très compliqué, et s'assurer que toutes les tâches ont le temps de s'exécuter, peuvent s'exécuter, voir laquelle doit s'exécuter avant laquelle, ça c'est une grosse partie de notre boulot. Au niveau du design, c'est vraiment gros. Voilà, c'est permettre que tout le soft s'exécute comme on veut, quand on veut. Et voilà. Et on doit apporter une preuve. Donc, on va le prouver de manière, soit on va tester dynamiquement, on va faire des tests, et on dit, ah ben oui, visiblement, on a fait, je ne sais pas combien de séries de tests, on n'a jamais rencontré de conditions dites d'overrun, donc le fait qu'on a excédé le temps qui nous était imparti, on dit, ah c'est chouette, on n'a jamais eu. Mais c'est pas assez. C'est pas assez, on dit, ok, d'accord, vous n'avez pas eu le problème, mais qu'est-ce qui nous prouve que vous n'aurez pas? Qu'est-ce qui nous prouve que dans toute situation, dans toute combinaison d'enchevêtrement de toutes ces tâches, de ces interruptions, qu'est-ce qui nous prouve que ça n'arrivera jamais? Et c'est extrêmement difficile. Pour votre information, on vous a montré au tout début un projet qui s'appelait Lisa Pathfinder, je vous ai dit que c'était pour les ondes gravitationnelles, hein. Et on collaborait avec une société anglaise. Et dans cette société anglaise, il y a un gars qui a passé un an à essayer de prouver, sans y parvenir, que c'était dit schedulable. Le problème, c'est qu'on n'avait pas, pour prouver mathématiquement que c'est schedulable, on est obligé de se ramener à des modèles qui sont des modèles simples. Et alors on arrive à ce genre de choses. On prend un modèle simple. Alors le seul qui est vraiment dit, c'est ce qu'on appelle le rate monotonic algorithme. Je verrai ça plus tard. Et donc on sait qu'on va mesurer les temps d'exécution de toutes les tâches, et nous on les mesure à la microseconde, hein, même au cycle d'exécution processeur. Hein. Donc on va avoir les modèles, on va injecter les mesures, et on va confronter, donc en début de conception, on a des mesures théoriques, on se dit tiens, on doit mouiller, hein, on se dit il me semble que ça va prendre autant de temps, et on va avoir ce qu'on appelle des budgets d'exécution, des budgets de temps d'exécution. De la même manière qu'on a des budgets mémoire, on va dire on va prendre autant de mémoire, et on doit s'assurer qu'on reste dans le budget. Et au fur et à mesure, on va raffiner ces modèles, on va injecter les vraies mesures de temps d'exécution, les vraies mesures d'occupation mémoire, et on va faire ces bilans, et on doit tenir évidemment sur la machine qui nous est donnée, en termes de capacité de traitement processeur et en termes de mémoire. Voilà. Ouais, donc peut-être si tu reviens juste sur la slide d'avant. C'est là? Oui. Mais il y a deux manières de mesurer. Donc ouais. On l'a dit, soit par test, soit par algorithme mathématique. L'algorithme mathématique, c'est le mieux à utiliser. Avec ça, vous êtes certain que ça va fonctionner. Le problème, c'est qu'il y a des contraintes. Avec 50 tâches, en général, il n'y a pas moyen d'utiliser ce modèle. Du coup, on passe généralement sur un scénario de test qui est dit Worst Case Execution Scénario. C'est le client qui va vous fournir un scénario qu'il considère comme étant le pire possible de ce qui pourrait se passer à bord. En tout cas, un cas très représentatif de fonctionnement du satellite. Alors après implémentation, on peut prouver que si ce scénario se passe bien, le software fonctionnera comme il faut dans l'espace. Parfois, on est amené à négocier le scénario. Hein. Parfois, on est amené à négocier. Donc voilà.
Et bon, écoute, on va pas sur l'environnement, on reviendra sur ce qu'on fait. Ouais, Alors, je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des environnements croisés, j'imagine que non pour le moment. Donc, vous serez amené à, surtout du côté industriel. Donc, pardon, l'environnement de développement, alors on n'a pas vraiment ça, c'est l'aspect de on aimerait bien. Et ça, par contre, ça on a. Oui, voilà, ça ressemble à ça. Un équipement spatial, en règle générale, ça ressemble à cette boîte, avec un tas de connecteurs dessus. C'est un calculateur spatial, c'est ça. La taille, c'est comme ça. Ouais. Enfin, le modèle, l'engineering model. Oui. Parce qu'il faut aussi, j'ouvre une parenthèse, je l'ai dit, le calculateur bord, le système spatial de manière générale, est exposé aux contraintes du spatial. On a dit différentes températures, mais aussi des problèmes de radiation. Et donc, il doit être blindé, quelque part. Bon, d'abord, il doit résister aux vibrations du lancement. Ce qui n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc, souvent, on va couler les cartes dans de la résine parce qu'il ne faudrait pas que les composants se détachent au bout du lancement. Toute la caisse va être nervurée, va être calculée aussi pour résister à la vibration. Ça doit résister aux radiations. Simplement, je vais donner un bête exemple. Vous connaissez les architectures des processeurs, vous savez qu'il y a de la mémoire data, de la mémoire instruction. Si on suit l'architecture von Neumann, bon, on ne parle plus de l'architecture von Neumann. Non, peu importe. Bref, il y a de la mémoire. La mémoire, c'est la mémoire 32 bits. On a maintenant 64 bits. Okay. Nous, dans le satellite, on a 40 bits. Pourquoi 40 ? Parce qu'on en met 32 plus 8. Et les 8, ils servent à vérifier que les 32 précédents sont bons. On sait détecter si on a une erreur et on sait la corriger. On sait détecter s'il y a 2 erreurs, mais on ne sait plus corriger. Si on détecte qu'il y a 2 erreurs qu'on ne sait plus corriger, on reboot. Pourquoi ? Parce que, imaginez que j'ai une opération de maintien à poste. D'accord ? Et je fais une division. Le code machine de la division, c'est une suite de bits. Et le code machine de la multiplication, c'est une suite de bits. Et si ça se trouve, il y a un bit de différence entre les deux. Et si j'ai un ion lourd, un rayonnement alpha, bêta ou gamma, enfin des solar flares, donc les vents solaires, qui viennent perturber cette zone mémoire, ce qui n'est pas difficile, vous avez des pistes en silicium, vous avez juste une petite particule qui vient, hop, et c'était 0, c'est devenu 1. C'était une division, c'est devenu une multiplication. À la place de ralentir, j'accélère. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas se permettre. Alors, bien sûr, si vous allez taper dans le bit de poids faible d'une donnée, d'une valeur, c'est pas grave, mais si vous allez taper sur une instruction, c'est plus la même instruction, hein. Et donc, on ne sait plus ce qu'on doit faire. On ne peut plus lui faire confiance. Donc, on n'a pas d'autre choix que de rebooter, redémarrer. C'est aussi pour ça que les processeurs spatiaux sont si différents des processeurs de bureau. Parce qu'il faut absolument que tous les circuits soient plus séparés les uns des autres. Parce que si tu tapes un ion lourd sur un i9, bah, tu as beaucoup plus de dégâts que si un ion lourd vient frapper sur notre processeur SPARC. Mais ça nous arrangerait d'avoir des i9 dans l'espace. Wow, c'est pas nécessaire. Il y a des PowerPC. Voilà, donc, alors ce qu'on fait aussi, c'est la modélisation. Hein. Alors, le logiciel a ceci d'intéressant que par rapport aux autres modélisations, parce que la modélisation, ça existe dans tous les domaines industriels. Hein. Si vous voulez concevoir une usine, vous allez avoir de magnifiques logiciels qui vont vous permettre de faire des synoptiques avec toute la chaîne de production. Voilà, c'est super. Vous voulez concevoir une auto, vous allez avoir des logiciels de calcul dits par élément fini. Vous avez des sociétés à côté de chez nous qui le font très très bien. Et vous allez tout calculer, vraiment optimiser la voiture ou le bâton, ou ce que vous voulez. Si vous voulez concevoir un système électronique, vous allez aussi avoir des systèmes. Tout ça, c'est donc supporté par ordinateur, on est d'accord, hein. Mais le produit final, c'est pas un ordinateur. Le produit final, c'est une usine, c'est une auto, c'est une carte électronique.
Le bon côté avec la modélisation du soft, c'est que vous modélisez sur l'ordinateur et vous pouvez produire, à partir du modèle, le soft sur ce même ordinateur. C'est unique. Voilà. Alors, le modèle ne va pas tout faire pour vous. Hein. Les modèles en général, ce sont des boîtes et des flèches. Hein. Donc, toute la question, c'est quelle est la sémantique, donc quelle est la signification de la boîte et de la flèche. Et ça, on peut se bagarrer pendant des années sur la signification des boîtes et des flèches. Mais non, mais ça c'est une boutade, mais ce qui importe, c'est que c'est vrai que nous allons, oui, on va produire du code, bien sûr, in fine, bien sûr, mais avant ça, et vous vous souvenez un peu de ce cycle en V, et toutes ces phases préliminaires d'ingénierie et de conception, avant ça, cette ingénierie, cette conception, elle est supportée par des outils, qui sont des outils de modélisation. Et quand on en arrive au codage, on va quand même récupérer l'effort qui était fait avant, ne fût-ce que pour générer automatiquement des squelettes du code. Donc l'outil de modélisation est important. L'architecture logicielle est faite par la modélisation UML. Donc UML c'est important, ça n'a pas l'air mais ça l'est. Chez nous, oui. Et puis alors nous, ce qui nous reste à faire, à partir du moment où l'architecture est faite, c'est le codage réellement des fonctions en elles-mêmes. Alors quels sont les langages qu'on utilise? Je vous l'ai dit, hein, le langage C, c'est celui qu'on utilise le plus chez nous. Pas de C++, pas encore. Certains l'utilisent. SpaceX utilise du C++ par exemple. Le problème qu'on a avec du C++, c'est qu'on ne maîtrise pas tous les mécanismes qu'il y a dedans. Par exemple, il y a ces problèmes de tâches, de gestion mémoire, d'allocation. Il y a des choses dans C++ qui, ce qu'on appelle, il y a runtime, si vous voulez, quelque part, qu'on ne maîtrise pas bien. Et vous l'avez vu, on veut maîtriser. C'est une des raisons pour lesquelles on ne met pas du C++ à bord, de la même manière qu'on ne met pas du Java non plus à bord. On a eu des prototypes, hein, ça fonctionne, hein, mais il y a une réticence psychologique parce qu'on n'ose pas trop faire confiance. On peut être amené à faire l'assembleur pour ce qui est très bas niveau. Alors il y a un langage qui est toujours utilisé, et celui-là je vais le mentionner parce que je vais vous raconter son histoire. Donc ADA il est utilisé essentiellement à bord des lanceurs, des fusées. Et c'est toujours utilisé. Alors l'histoire d'ADA, c'était il y a une trentaine d'années, un peu plus. Le département de la défense américain, donc l'armée américaine en termes, a réalisé, ils ont fait un petit inventaire, ils avaient de l'ordre de 400 langages de programmation différents. Ils se sont dit, mais tiens, il en faudrait un pour les remplacer tous. Ils ont lancé un concours, ils ont spécifié un langage, il y a eu un cahier des charges, et plusieurs sociétés, organismes, universités ont répondu. Et ce sont des Français qui ont gagné avec le langage ADA. Le département de la défense américaine a donc eu ce langage ADA et a donc eu 401 langages parce que, évidemment, les autres n'ont jamais été remplacés. Ça n'a jamais fait qu'un langage en plus. Et les seuls qui l'ont vraiment utilisé et qui continuent à l'utiliser dans le domaine du lanceur, typiquement, ce sont les Français. Et la fusée Vega, à laquelle nous avons participé, repose sur le langage ADA. C'est un langage qui est fortement typé, qui est... il est assez contraignant dans le type de programmation. Maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que, à la différence du C, le C, si vous avez déjà fait du C, okay, vous programmez, vous compilez, ça compile, super, vous exécutez, ça se plante. ADA, vous programmez, vous compilez, il y a de bonnes chances que ça marche. Et donc, il y a un déplacement quelque part de l'effort. Mais voilà. Alors, pour terminer sur l'histoire d'Ada, pourquoi Ada? Parce que Ada, c'est Ada Lovelace, qui était la fille de Lord Byron, célèbre poète. Si vous allez du côté du golfe de La Spezia en Italie, ça s'appelle le golfe des poètes, c'est celui que Lord Byron a traversé à la nage. Je m'égare. Le mari de Ada Lovelace était Charles Babbage, comme souvenir. C'est celui qui a inventé le tablier à vache. Le tablier à vache. Devant les trains western, vous savez, le machin là en pointe. Hein, ça s'appelle la tablier à vache. Voilà. Bon. Ce qui nous amène quand même à une des devinettes du spatial. Pourquoi
le système qui amène les fusées sur le pas de tir, hein, est-il dimensionné de telle manière parce qu'il est sur des rails? Pourquoi est-ce que les rails ont cet écartement? Parce que les rails ont été dimensionnés en fonction du matériel roulant de l'époque qui était des diligences, ce genre de choses. Pourquoi est-ce que les diligences avaient cet écartement? Parce que simplement il y avait des ornières dans les routes qui avaient cet écartement, donc on a gardé l'écartement des ornières parce que c'était plus facile d'être dans les ornières et d'être à cheval sur les trucs. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait des ornières comme ça? Parce que les chars romains avaient cette distance-là. Pourquoi les chars romains avaient-ils cette distance-là? Parce que c'était l'épaisseur de deux culs de chevaux. Et donc, je ne rigole pas, donc le dimensionnement de certains composants du spatial viennent des chevaux de l'époque romaine. Voilà. On s'égare. Hein. On s'égare un peu, mais c'était pas mal, c'était bien. Voilà. Donc, en effet, ici, c'est sur des slides que je garde moi-même. Donc, on l'a dit cross-compiler, on l'a dit, on est capable de compiler, de générer. Il y a tout le debugging, je ne suis pas certain que vous avez déjà utilisé les debuggers. Donc, ce sont des outils qui un bug, c'est de la vermine en français. Hein. Donc, ça permet d'aller dénicher la vermine. Donc, ça permet d'aller gratter, identifier les problèmes. Hein. Voilà, on va arrêter là-bas et on va revenir juste sur la simulation. Tu veux parler de ça? C'était pour faire comme une slide. Il y en a un. Parce que sinon... Voilà. Ceci, ici, vous pouvez regarder. Si vous remettez les bonnes couleurs, vous retombez sur mon slide préféré. Vous voyez, vous vous souvenez, celui où il y a du brun en bas, du bleu au milieu et plutôt du vert au-dessus. Ça, c'est le logiciel qu'on produit. On vous l'a dit, ce logiciel, il faut le tester. Chez nous, à Spacebell, oui, on a parfois le calculateur tel qu'on vous l'a montré, la boîte... mais c'est pas facile pour autant, parce que c'est un environnement qui est un environnement fermé. Hein, on s'est peu observé, si ce n'est au travers des connecteurs, c'est pas très évident. Et donc, ce que nous faisons à Spacebell, c'est dans nos activités, c'est une activité importante de la société, on fait ce qu'on appelle la simulation. Donc, nous sommes capables, sur un PC tel que celui-là, d'exécuter une simulation complète du satellite et de son environnement. Quand je dis simulation complète du satellite et de son environnement, ça veut dire qu'on va simuler le processeur, tout le jeu d'instruction du processeur, ses mémoires, les bus de communication à bord, les acquisitions digitales et analogiques, les acquisitions en série, la communication de télécommande télémétrie, le module de configuration. On va simuler tous les équipements, un peu le Star Tracker, le GPS, le magnetometer, reaction wheel, on va l'expliquer avec succès. On va mettre tout ça dans un environnement de test, avec une conduite de test, et on va automatiser les tests. On réexécute tous les soirs, dans l'intégration continue, notre logiciel. Tous les tests sont réexécutés tous les soirs. Pour autant, pour ça, c'est exécuté en une nuit, parfois ça prend plusieurs jours. Donc on aura des stratégies, peut-être une fois par semaine, le week-end, ce genre de choses. Dans un environnement totalement simulé, où donc j'ai une simulation complète du satellite et de son environnement avec des modèles d'environnement qui vont être des modèles du champ magnétique terrestre, du champ gravitationnel, éventuellement de l'effet des couches hautes de l'atmosphère, et ainsi de suite. Et les modèles gravitationnels sont des modèles au énième ordre. La Terre, elle n'est pas ronde. Hein, d'accord? Ça permet de s'assurer que peu importe la modif qu'on fait dans le soft, que ça continue de fonctionner nominalement, comme on s'attend à ce que ça fonctionne. Donc, si jamais on a le moindre problème rapporté dans le test, il faut absolument qu'on intervienne et qu'on corrige, qu'on trouve pourquoi et qu'on corrige. C'est vraiment un outil qui nous aide au jour le jour à savoir si ce qu'on a fait fonctionne mieux. Voilà, et donc c'est une activité importante, on a les outils qui nous aident à se faire, et ces outils nous les développons nous-mêmes, et d'ailleurs, comme je vous ai dit qu'on avait une filiale à Toulouse, c'est parce que cette filiale à Toulouse est essentiellement occupée avec le CNES, qui est l'Agence spatiale française, c'est le partenaire principal du CNES pour tout ce qui est modélisation et simulation.
Et eux, ils ont la chance de parfois montrer des choses un peu plus jolies, avec des... Voilà. Ils peuvent vous montrer, vous simuler des satellites qui tournent autour de la Terre, ils ont des choses un peu plus visuelles. Ils ont des simulations 3D. Que moi, j'ai pas ici. Ça va. Bon, ça, on a parlé, ça. Voilà. Donc, On revient aux équipements. on va revenir sur les équipements, peut-être. Non, c'est pas le slide. Lequel? Ou le tout premier, le truc fonctionnel? Non, toutes les boîtes. Avec les boîtes, ouais. Je sais pas si ce sont les tout. Ouais, ben j'arrive. Hein. Ça, on y arrive. Donc voilà. Ici, allez, on va vous rassurer, on a pratiquement clos. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de vous dire, de revenir un peu sur ça, de vous rappeler quelque part, ok, mais tout ça, à quoi ça sert? Donc je vais te laisser parce que. Voilà, donc ici on va voir tous les composants, on va dire toutes les boîtes utiles dans notre software, toutes les tâches, toutes les activités différentes qu'on va réaliser. En les prenant dans l'ordre, on va avoir le TMTC, Télémétrie and Télécommande. Donc ici ça va être la gestion dont on a parlé de tout ce qui est télécommande envoyée par le sol, reçue par le satellite, traitée. On va avoir les télémétries qui vont être les segments de données formatés par le satellite qui vont être transmis à la station sol, qui va les interpréter, en faire ce qu'elle veut. Ça va permettre, notamment via la boîte juste à côté, le housekeeping, de pouvoir voir ce qui se passe dans le satellite. Donc simplement, on a toute une série de paramètres qui rapportent des valeurs d'actuateurs, qui rapportent des attitudes, qui rapportent, qu'est-ce qu'on peut vous montrer comme exemple, le statut de certains services. Et on va pouvoir au sol monitorer tout ça et voir un petit peu ce qui se passe à bord. On a aussi voilà, pour du debug, on peut décider d'observer certains paramètres, de les observer à certaines fréquences. Voilà, tout ça c'est défini au niveau du sol et le satellite rapporte les données selon ce que le sol a demandé. On a du monitoring. Le monitoring, ça va à bord vérifier l'état de certains paramètres par rapport à des limites qu'on a définies. Donc si jamais un paramètre arrive en dessous d'une limite, au-dessus d'une limite, on va générer un événement à bord et mettre sur cet événement généralement une action qui va permettre de corriger ce problème. FDIR, Paul en a parlé, donc ça va être tous les systèmes à bord qui vont nous permettre de corriger, de détecter, d'isoler et de corriger toutes les failures possibles et imaginables, que ce soit au niveau d'un équipement, que ce soit au niveau de la gestion de données, ça peut être beaucoup de choses, une télémétrie qu'on n'arrive pas à émettre, ou ce genre de choses. Ensuite, Mission Management, ça va être l'exécution de la Mission Timeline. La Mission Timeline, c'est un ensemble de télécommandes qu'on va charger dans le logiciel et qu'on va exécuter selon deux critères, selon ce qu'on a implémenté, soit quand un temps, donc soit on les time tag, donc on leur donne un temps, quand le temps arrive, on exécute l'ATC, soit quand on arrive à une certaine position autour de la Terre, on peut décider d'exécuter une télécommande aussi. Alors ceci, ça va être le sol qui va décider, ça va être en fait la manière nominale d'opérer le satellite. Le sol va décider des opérations qu'il veut effectuer, va créer les télécommandes nécessaires pour effectuer ces actions, va les charger dans le satellite et arriver à la date de l'échéance de la première télécommande, elles vont toutes sortir dans l'ordre et exécuter toute la mission. En fait, tout ça, en général, le sol charge à peu près une semaine d'opération nominale du satellite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Spacecraft Mode Management, ça j'en ai déjà parlé, ça va être tous les modes du satellite. Donc, comme j'ai dit, par exemple, un mode où le satellite va mettre ses panneaux solaires face au soleil pour se recharger, un mode où il va pointer vers l'espace pour prendre des photos, ou vers la Terre pour prendre des photos, voilà, ça peut dépendre. On a la tâche Attitude and Orbit Control Software, Paul en a parlé également. Donc ça va être la tâche qui va calculer en temps réel, selon ce que ses équipements lui rapportent, la position du satellite, et qui va donner les commandes pour arriver dans certaines positions, pour calculer donc, son orbite et son attitude. Le Thermal Control, qui va sur base de thermistor et d'acquisition thermique, savoir quel équipement chauffer quand, ou quel équipement refroidir quand. Ensuite, Electrical Power Supply Management, ça va être l'équipement qui va décider de fournir de la puissance à tel ou tel unit, tel ou tel équipement. Donc on a une grosse boîte qui ressort très fort au calculateur qu'on a vu tout à l'heure, et cette boîte va être chargée à la batterie derrière elle et va fournir le courant aux unités qui en ont besoin, tout simplement. Donc c'est nous qui décidons quand on allume ou quand on éteint certaines choses. Ensuite, Release Deployment et Pyrotechnique. Ok, ceci,
Ça va être par exemple un satellite, quand on va le mettre dans le lanceur, il va être fermé. Il va avoir ses panneaux solaires qui sont par exemple le long de son corps, on va dire. Ceci, ça va être par exemple des. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est la pyrotechnie, hein. Des pyrovanes, oui, c'est ça. C'est des vannes qu'on va faire exploser et qui vont relâcher les panneaux solaires. Je suppose que c'est en partie ce qui s'est passé avec le James Webb qui a été lancé. Ah, c'est comme ça, ouais. Donc voilà, c'est des petites. On donne une commande d'explosion à des petits. Mais ce que ça a de particulier, c'est qu'il faut des commandes particulières. On ne peut pas faire péter intempestivement des boulons explosif. Il faut que ce soit très très vérifié parce que si le truc se déploie dans le lanceur, c'est la merde. Et donc il y a une stratégie qu'on appelle de arm and fire. Et donc il ne suffit pas d'une télécommande, il en faut au moins deux. Il y en a une qui va armer le système et la seconde qui doit intervenir en ayant un certain temps pour confirmer la commande. Pour confirmer. Ensuite, on-board time management, c'est ce qui va contrôler le temps à bord. Donc à bord, on va avoir aussi une clock, on va avoir un temps qui est maintenu à bord au niveau des équipements. C'est ce qui va permettre de time taguer, donc de mettre des time codes dans tout ce qui est télémétrie. Ça va te permettre de maintenir le temps à bord. Tu as eu quelques problèmes de synchro avec le sol, toi, non? Oui, c'est expliqué autrement. Non, mais c'est compliqué. C'est vrai que la synchronisation temps est une problématique. Parce qu'il faut maintenir une synchronisation entre le temps qui est maintenu à bord et le temps qui est maintenu au sol. Donc il faut que le sol puisse savoir quand il sera 15 heures. Je sais qu'à bord, dans le satellite, il sera telle heure. Où le temps sera. Et du coup, si on commence à avoir des dérives, ça peut poser des problèmes dans, par exemple, la mission timeline dont on a parlé, pour savoir quand exécuter telle commande. Là, ensuite, data acquisition. Ouais, ça va être la récupération de toute une série de paramètres qui peuvent venir des équipements et qu'on va mettre dans le data pool, on peut la parler aussi. On va rendre disponible pour tous les autres équipements, pour toutes nos tâches à nous. Ensuite, Solar Array Drive Mechanism, ça va être le contrôle des panneaux solaires. Sur certains satellites, on va pouvoir suivre le soleil. Ensuite, le storage. Le storage, c'est un autre composant très très important du satellite, parce que le satellite ne sera pas tout le temps en visibilité des stations seules. Donc en fait, il sera visible par les antennes des stations seules. Allez, on va dire... Un satellite dans l'orbite basse, une durée d'orbite, c'est une centaine de minutes. Et sur... c'est même pas 10% de son temps. Et sur la centaine de minutes, il y a 10 minutes, on dira, qui sont en visibilité d'une station sol. Donc ça veut dire que s'il n'est pas en visibilité, il ne peut pas transmettre cette télémétrie au sol, du coup il doit les stocker quelque part. Mais toutes les orbites ne passent pas au-dessus d'une station sol le plus. Hein. En plus, donc parfois il faut attendre assez longtemps avant d'avoir une visibilité et pouvoir décharger. Soit l'housekeeping dont on a parlé avec les données de la mission, soit bêtement les images qui ont été prises ou les données utiles récoltées par la charge utile. D'ailleurs, pour la petite histoire de nouveau, plus informatique mais spatiale, c'est une des raisons pour lesquelles on met les stations, il y a des stations sol qui sont proches du cercle polaire. Pourquoi? Parce que les satellites en orbite basse, qui sont les satellites défilants, ils vont repasser régulièrement près du cercle polaire. Alors, le cercle polaire, si on mettait les stations à l'équateur, évidemment, regardez la distribution qu'il y a sur l'équateur. Par contre, quand vous repassez au cercle polaire, si on met une station sur le cercle polaire, la plupart vont passer à proximité et beaucoup plus fréquemment. Donc c'est pour ça qu'il y a des stations qui sont à Kiruna, à Svalbard, dans des îles perdues dans le Grand Nord, au milieu des ours polaires. Ici on a une station à Rodu par exemple, en Belgique. C'est pas le Grand Nord ça. Mais c'est pas vraiment le Grand Nord. C'est de la neige parfois, mais c'est vrai. Alors ici, si je continue l'ordre des boîtes, on voit aussi l'equipment management dont on a discuté tout à l'heure. Donc ça va être maintenir l'état des équipements, on, off, leur état. Parce qu'il y a plusieurs états pour équipement, il peut être en stand-by, en attente, il peut être opérationnel, en train de fonctionner, ça dépend. Radiofréquence, pour pouvoir communiquer avec les stations, il faut bien avoir des antennes, il faut pouvoir communiquer toutes les télémétries et recevoir de la télécommande avec des antennes à bord, sur des bornes de fréquence magnétique. Tiens, on a eu sur Euclide, sinon c'est le TTM qui était... Oui, je ne sais plus quel des deux c'était. De nouveau, une anecdote, c'est que le logiciel est finalement un élément qui offre pas mal de flexibilité.
Et donc, on demande souvent au logiciel, et souvent tardivement et souvent en fin de mission, enfin de mission en fin de Non, n'importe quand. En fait, si quelqu'un dans le processus de fabrication du satellite fait une flag en câblant quelque chose, donc s'il inverse de câbles, réinverser les câbles, ça va peut-être coûter 200 000 euros, que si on fait la modif de notre côté, si on inverse au niveau software les deux, bah, ça va leur coûter 20 000 euros du coup. C'est souvent à nous de corriger les problèmes de conception quand c'est corrigeable via soft. On a eu le cas sur toute une chaîne de télécommandes et télémesures où ils avaient inversé. Ils avaient inversé parce que simplement, écoutez, ils n'avaient pas regardé du bon côté, quoi. Et donc, en fait, tout ce qu'on appelle le layout est inversé. Et on a dû corriger ça par soft, qui n'a pas été un énorme problème, même ce qui veut dire qu'on a dû, c'est plus une question de configuration, mais on a dû interchanger et retester. Ouais, et ça mène à des situations au niveau du soft qui sont beaucoup plus difficiles à comprendre, parce que quand on se retrouve avec un truc qui est inversé par rapport à la documentation, enfin, ça devient vite compliqué. Et voilà, que pour terminer... Ah, t'as le contexte, non? Ah oui, le contexte est intéressant. Le contexte, donc, ça va être la sauvegarde de toute une série de paramètres qui sont utiles à la mission. Donc on va les prendre et régulièrement on va les sauver dans une mémoire non volatile. Comme ça, si jamais on a un moment, pour une raison quelconque, un reboot du satellite, on va pouvoir reprendre ces paramètres, les recharger et recommencer dans l'état avant reboot. Donc voilà, dans une certaine mesure, ça nous permet de sauver le contexte et de reprendre sans redémarrer de zéro, parce qu'il y a toute une série d'opérations qui sont assez pénibles à faire. Voilà. Puis payload management, ça va être Ça dépend de la mission. Ça dépend de la mission. Ça va être contrôle de caméra, ça va être contrôle d'un radar, par exemple, récupération des données, sauvegarde des données. Voilà. Ce qui va être vraiment utile, c'est vraiment ce qui sert au niveau de la mission. C'est ce qui va redescendre au sol et ce que les scientifiques vont analyser. Voilà. Et puis alors, et beaucoup d'autres. Et bien d'autres. Ouais. Donc ça c'était, voilà, on essayait de vous donner un aperçu, je sais que c'est dense. Enfin l'idée c'était quand même de faire sentir un petit peu ce qu'on peut faire avec du logiciel, quand on le fait bien en tout cas, et que pour bien le faire, il y a tout un processus à mettre en place. Donc c'est un peu ça l'idée qu'il faut peut-être retenir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on est là. Hein, l'idée c'est d'échanger. On comprend que c'est dense, on comprend que c'est vendredi après-midi. On vous remercie déjà pour votre attention, votre disponibilité. Je crois qu'on va... Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai cru comprendre que vous allez avoir quelques questions. Hein, donc je m'en veux a posteriori. Mais bon... Oui, c'est pas je vous aiderai, voilà. S'il faut. Là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous me trouvez. Merci beaucoup. Merci à vous. un peu dense. Hein. Oui.